Yeah. Bonjour à tous. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes le papa de Lorraine, c'est ça? Exactement. Lorraine, la sister, génial. La sister, Lorraine Mouchet. Bonjour Isabelle, bonjour Laura, bonjour Françoise. Bonjour Déborah. Bonjour. Hop, on a encore du monde qui arrive. On va laisser autant d'arriver, c'est midi. Ah, c'est Claire. Salut Claire. Salut. Et Laura, c'est Laura, la sister. Bonjour Marion. Oui, c'est moi. Je reste incognito. Bonjour Marion. Bonjour, excusez-moi du retard. Enchantée. Oh, il n'y a pas vraiment de retard. Écoute, on attend que tout le monde arrive. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, juste pour qu'on... Moi, je Oui. Je suis... bonjour. Je suis professionnelle de l'ameublement et entrepreneur à mon compte et dans la région de Marseille et sensibilisée justement à Je crois que le réseau est pas bon, Marion. On n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. l'impact de toute la filière sur l'environnement. Et vous me laissez? On n'a pas entendu ce que tu as dit, mais peut-être qu'on peut, vu qu'il y a de plus en plus de monde, on peut vous laisser vous présenter dans le chat et on va laisser la parole tout de suite à Pierre. Donc, bienvenue à notre 7e Earthship Lunch. Donc, Earthship Sisters, c'est une association qui promeut l'entrepreneuriat féminin au service de l'environnement en utilisant la voile comme un moteur de changement, un moteur d'inspiration, un moteur pour se retrouver soi-même, se reconnecter à la nature et apporter des solutions au territoire par la mer, portées par des femmes. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Pierre, qui est un expert de la mer, qui travaille à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Et Corse, on ne nous oublie pas. Et qui travaille aussi en tant que consultant spécialiste de la mer pour des grandes organisations internationales. Donc, c'est vraiment un honneur, Pierre, de te recevoir aujourd'hui. Nous, on est assez proches, hein, puisque depuis le début, hein, tu analyses les projets qu'on porte. Tu analyses aussi parfois notre propre projet quand c'était à l'état embryonnaire. Et tu as toujours un avis très critique, moi, que j'apprécie beaucoup en tant que scientifique, en tout cas. Et on a plusieurs membres de l'équipe Earthship Sisters qui sont présentes aujourd'hui aussi, Virginia, Claire, Marine, et puis une sister et un papa de sister dans le groupe. Donc, Qui est de Plastic Odyssée d'ailleurs. Ah. Engagé auprès de Plastic On a Odyssée. déjà un sujet de discussion. Génial. Donc, Pierre, écoute, je te laisse la main et on est parti pour 20-30 minutes et puis on aura un moment pour les questions. N'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter et commenter en direct. Merci Déborah et merci pour cette invitation à venir échanger avec vous sur la Méditerranée, qui est un milieu que j'apprécie à titre personnel et professionnel. Alors j'ai un petit PowerPoint que je vais balayer le plus rapidement possible, mais l'idée, vous mettre à l'aise, elle n'est pas de vous convaincre. Ça, c'est votre histoire avec vous-même, quoi. Elle est plutôt de soulever des questions et puis de voir finalement si on est capable de pouvoir apporter ensemble des éléments de réponse. Et si on arrive à échanger sur un deux sujets, ben on aura mis à profit le moment qu'on aura passé ensemble. Donc, je vais partager mon écran. Normalement, ça marche très bien. C'est bon pour vous? Avec un petit délai. Super. Hop. Voilà, 2 mots pour me présenter, pour vous dire que je suis né en fait au bord de l'eau, au bord de la Méditerranée, pas très loin de Marseille d'ailleurs. Et en fait, quand vous naissez au bord de l'eau, vous avez 3 attitudes possibles en fait. La première attitude possible est de rien faire. La deuxième est de balader sur l'eau, hein, de faire de la plaisance. Et la troisième est de balader sous l'eau. Et puis moi, j'ai plutôt choisi d'aller balader sous l'eau quand j'étais un peu plus jeune.
Simplement parce qu'en fait, le fait de ne pas voir ce qu'il y avait dessous me laissait imaginer qu'il y avait plein de choses, y compris des trésors, un tas de trucs à découvrir. Et donc, du coup, le fait de passer peu de temps dans un milieu un peu compliqué et difficile, et pas, en tout cas pas notre milieu habituel sur lequel on évolue de manière naturelle, m'intéressait beaucoup, en fait. Voilà, et donc, du coup, j'ai mis la tête sous l'eau. Hein, et finalement, en ayant mis la tête sous l'eau, ça m'a amené à faire des études avec comme objectif de travailler sur deux thématiques, hein, à la fois sur la partie biologie, écologie marine, mais aussi sur la partie chimie. Hein, donc à l'époque, c'était un peu nouveau, hein, parce que j'ai un certain âge maintenant, hein, de coupler en fait la partie écologie avec la partie pollution chimique, quoi. Ça m'a même amené à déposer un sujet de thèse double compétence que j'ai brillamment arrêté au bout de quelques mois pour intégrer en fait un établissement public qui s'appelle l'Agence de l'eau, sur lequel je suis encore actuellement aujourd'hui, hein, qui est un très bel établissement public, hein, avec plein de particularités, mais en tout cas qui m'a offert en tout cas il y a quelques années maintenant l'opportunité de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la Méditerranée, quel est son état de santé et finalement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation, quoi. Et puis, comme la Méditerranée est un milieu ouvert et que le monde est un milieu grand mais à la fois petit, j'ai profité aussi des contacts et des missions pour découvrir un peu la planète, toujours en lien avec le milieu marin et pour m'apercevoir souvent que ailleurs, c'était aussi pas si mal que ça, quoi. Et que du coup, on avait besoin parfois de revenir à des choses simples et pragmatiques pour faire avancer nos questionnements, quoi. Ce qui m'a surtout marqué, en fait, quand j'étais plus jeune, c'était le discours. Alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le retracer, mais c'est assez marrant, quoi. C'est le discours de Cousteau au siège des Nations Unies en 1979 qui disait à courte échéance, la Méditerranée allait mourir, en fait. Y compris, il poussait l'analyse assez loin, puisqu'il a raconté le fait qu'il n'y aurait plus que des batteries mortelles qui pouvaient vivre en Méditerranée. Ça m'avait interpellé, en fait, hein. Je n'étais pas si vieux que ça à l'époque, mais ça m'avait interpellé, quoi. Et j'avais dû sans doute ancrer ça quelque part dans ma mémoire, puisque plus tard, sur les bancs de la fac, j'ai eu droit à la part d'un illustre professeur spécialiste du milieu marin, au même type de discours, quoi, en me disant finalement, dans 25 ans, il n'y aura plus de vie en Méditerranée, quoi. Et je ne sais pas si consciemment ou inconsciemment, ça m'a boosté pour essayer de voir et de comprendre finalement quelle était la situation et puis voir modestement comment apporter une contribution. Mais en tout cas, ces éléments-là m'ont vraiment intéressé, passionné, en me disant, mais comment est-ce qu'on arrive à un moment donné à dire qu'à courte échéance, en fait, on n'a plus de vie dans ces milieux qui, moi, me paraît au contraire plein de vie, quoi. Et une des questions que je me suis posée à l'époque et que je me pose un peu moins maintenant, c'était de dire si effectivement, est-ce que le commandant Cousteau et est-ce que mon professeur avait raison? Et du coup, j'ai aussi plongé il y a quelque temps sur de l'histoire, en fait, pour essayer de comprendre finalement sur quelle base ces personnages-là faisaient ces constats-là, quoi. Et donc, je vais vous replonger 25 ans en arrière, hein, avec peu d'images, parce qu'on n'avait pas grand-chose au cinéma à l'époque. Ça, c'est une image, en fait, d'un fond marin qui montre, en fait, beaucoup d'algues. Voilà, c'est trop, il y a beaucoup d'algues filamenteuses, hein. C'est directement un signe de pollution de la qualité de l'eau, quoi. Et puis dans ces années-là, en fait, on était beaucoup plus préoccupé par la construction du littoral, des ports et de l'aménagement que par la protection des habitats. Et je pense que si j'avais dû faire le constat moi-même à cette époque-là, j'aurais été effectivement assez inquiet, hein, de voir que on rejetait un peu tout n'importe quoi en mer et que de toute façon, on aménageait sans se poser trop de questions, quoi. Avec un peu de recul, hein, ce qui m'a permis mes longues années de travaux, là, j'essaie de comprendre finalement comment est-ce que les choses avaient évolué vis-à-vis des problèmes sur le milieu marin et de voir finalement quelles étaient les problématiques qui aujourd'hui étaient les plus présentes, quoi. Donc là, c'est le seul graphique que je vous montre, hein, qui est pas très agréable, mais pour signaler que finalement, quand on essaye de caractériser les problèmes qui touchent le milieu marin, d'habitude, on les caractérise en 4 types de familles de problèmes, hein. Donc, on a ce qu'on appelle les apports. Vous mettez dedans tout ce qui est pollution, pollution domestique, industrielle, agricole, ruissellement pluvial. Vous avez les usages, les activités marines. Vous avez les aménagements. Et vous avez tout ce qui est compétition biologique. Vous avez en bleu, c'est les années 90. En jaune-orange, c'est les années 2018. Hein, donc, c'est maintenant, quoi. Vous voyez, sur la famille des apports, en fait, on a géré, en fait, finalement, les rejets et les apports à la mer.
Alors, tout n'est pas parfait, hein, mais en tout cas, il y a une baisse significative en fait, de la quantité de pollution renvoyée en fait, sur nos côtes, quoi. Sur la partie usage, à l'inverse, on a de plus en plus de monde sur l'eau et sous l'eau d'ailleurs, quoi. Et effectivement, les activités marines constituent aujourd'hui la principale famille de pression sur nos eaux côtières. Donc ça, c'est un message assez important parce que autant avant, on pouvait dire c'est le méchant industriel qui envoie sa pollution à la mer ou c'est les collectivités qui font pas ce qu'il faut pour dépolluer leurs eaux, autant là, finalement, ça nous concerne nous tous, hein, puisque c'est du comportement individuel principalement, quoi. Et c'est sans doute plus difficile à gérer. Et puis on voit bien qu'on a aussi une montée assez importante en fait en termes de quantité, quoi. La particularité des aménagements, hein, c'est que vous voyez, c'est assez démaîtrisé maintenant. Et puis aujourd'hui, en fait, on n'a pas plus d'inflation en fait en matière de construction sur notre littoral. Bah, c'est directement lié à la loi littorale hein, de 86 hein, qui régule de manière assez forte en fait les constructions sur le littoral. Donc cette problématique-là a été maîtrisée, quoi. Puis la dernière est celle des espèces invasives. Donc je reviendrai dessus avec un autre exemple pour vous dire qu'à un moment donné, on a eu une espèce de pic d'affolement général hein, à travers une magnifique algue verte qui s'appelle Colapata taxifolia. Hein. Mais j'y reviendrai pour vous dire que finalement, on a parfois des épisodes comme ça, un peu ponctuels, qui préoccupent beaucoup, mais qui finalement sont sans doute aussi surestimés, quoi. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, je voulais soulever quelques questionnements avec vous. Et donc, je vais balayer quelques exemples et quelques questions, puis on aura l'occasion d'y venir dans le débat. Je me suis souvent demandé si finalement la Méditerranée, ce n'était pas une mer qui était mal comprise et mal aimée, quoi. Quand on regarde la façon dont les choses sont présentées, puis en même temps la façon dont la presse et donc le grand public, parce que l'opinion du grand public, elle passe essentiellement par la presse, en fait, traite les choses. On a eu dans les années 96 là, une fin du monde en Méditerranée qui était liée à la présence de cette algue-là, la Calocolapha taxifolia, quoi. Alors qui devait tuer la Posidonie, qui devait tuer les poissons, qui devait tuer l'économie du littoral, qui devait tout occuper, tout envahir. Et puis finalement, 20 ans après, on a du mal à trouver un bout d'article qui nous dit que cette algue a disparu sans forcément expliquer le pourquoi de sa disparition. Quand on prend un autre exemple, comme l'épisode climatique et la mortalité liée aux gorgones en Méditerranée, qui sont des animaux spécifiques de notre mer, en fait. Premier épisode qui a lieu en 99, on était déjà dans une mort totale des gorgones, quoi. Puis on a un autre épisode en 2003, puis un autre épisode en 2006. Et quand on voit par exemple une communication comme ça, qui est celle du CNRS, qui parle de mortalité massive d'espèces telles que les gorgones et les posidonies, au final, on n'a jamais eu de mortalité massive de gorgones ou de posidonies. On a bien eu des gorgones qui sont mortes, quoi, mais pour autant, dans les endroits où ces gorgones étaient mortes ou ont été atteintes, vous pouvez remettre la tête sous l'eau maintenant, vous allez retrouver des tombants en pleine forme, quoi. Enfin, des zones riches en termes écologiques, quoi. Plus récemment, en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, quoi. Vous avez sans doute entendu parler de la question de la mortalité de la grande nacre, en disant que la grande nacre de la Méditerranée était au bord de l'extinction. Alors, pour qu'on soit clair entre nous, je nie pas le fait qu'on a des nacres qui sont mortes, quoi. Ce qui peut être interpellant dans une communication comme ça et un message qu'on donne sur la Méditerranée, c'est qu'on parle de mortalité, d'extinction d'une espèce, alors qu'on ne sait même pas où finalement se situe l'espèce, quoi. Et voilà, et puis maintenant on arrive à trouver d'autres petits articles assez récents, ça date de la semaine dernière, qui nous expliquent que les nacres font de la résistance. Parce que finalement, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'endroits où il y avait des nacres, où on ne savait pas, où on ne pensait pas qu'il y avait des nacres, et que finalement ces nacres-là sont aussi en bonne santé. Et puis la semaine dernière, hein, je pense que ceux qui sont sur Marseille ont dû en entendre parler, quoi. On a eu un magnifique reportage de la FR3 là, qui nous a montré une algue invasive qui provient de la calanque de Colongue. Et en fait, de suite, ça a été le parallèle avec la Colapata taxifolia, ça a été la mortalité du parc national des Calanques, ça a été la fin de l'économie littorale, enfin, tout un tas de trucs qui interpellent un peu. Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est qu'on a un vrai enjeu, on a un vrai souci, et puis une vraie perte d'écosystème, de biodiversité, d'économie littorale et d'enjeux écosystémiques, qui est l'arrachage des herbiers en fait par les ancres de bateaux. Donc là, vous avez 4 illustrations hein, qui vous montrent ce que donne en fait
une ancre de bateau qui est relevée sans faire attention ou qui est directement sur l'herbier, quoi. Ça, pour autant, quand vous regardez finalement comment les sujets sont portés, c'est pas un sujet qui est très porteur en termes de com, quoi. Et puis encore moins au niveau des ONG, d'ailleurs, ça c'est marrant, quoi. Je veux dire, moi, je suis toujours interpellé de voir 20 posts par jour sur les macrodéchets. Je suis toujours stupéfait de ne pas voir un sujet sur quelque chose qui est actuel et sur lequel, en plus, on peut agir très rapidement avec des résultats assez rapides. On va toucher un sujet que je ne connais pas bien, donc je vais en parler, hein, qui est celui des déchets, hein, où vous avez tous entendu parler, le fait qu'effectivement, dans 50 ans, il y aura plus de déchets en Méditerranée que de poissons. Alors c'est un beau slogan, hein, c'est sans doute super marquant, quoi, mais en fait, on n'est pas capable aujourd'hui d'évaluer les populations de poissons. On commence à peine à mettre en place des mesures de réduction des déchets. On sait que de toute façon, dans 50 ans, on est déjà dans quelque chose qui sera mort. Alors, c'est pas neutre ce genre de slogan, parce que quand vous discutez ensuite avec des acteurs, des collectivités ou autres, ils vous disent, mais finalement, quel est l'intérêt d'investir des moyens en matière de protection du milieu? C'est pour se retrouver de toute façon avec quelque chose qui sera tout foutu pour tout le monde. C'est peut-être plus intéressant d'aller faire un stade de foot ou d'aller faire un parking au bord du littoral, quoi. Et alors, celui que j'adore, mais Marie le sait aussi, c'est la Méditerranée, la mer la plus polluée. Donc ça, c'est un slogan, hein, c'est que tout le monde connaît, tout le monde reprend de mieux en mieux. Et donc, je voulais juste attirer votre attention sur l'origine des données, en fait, et sur finalement l'interprétation qu'on a de tout ça. Donc ça, c'est juste un extrait, en fait, d'une base de données mondiale qui recense tout un tas d'informations, en fait, sur tout un tas de sujets touchant l'environnement ou la santé, quoi. Donc, vous voyez, hein, sur la partie gauche, la Méditerranée n'est pas forcément placée en première ligne. Et puis, si vous portez sur la partie de droite, l'Europe en tant que telle n'est pas dans. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déchets en Méditerranée, hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, dire que les gorgones sont mortes, qu'il n'y aura plus de poissons et qu'on est couvert de Méditerranée, ce n'est pas forcément en fait, une analyse que je partage volontiers. Parce qu'en fait, les faits montrent que ce n'est pas tout à fait ça, quoi. Donc, la Méditerranée, elle est bien vivante. D'ailleurs, regardez, hein, je vous ai mis quelques petites images de Méditerranée. Donc, ça a été pris à peu près 300 mètres du rejet urbain de Marseille, du rejet de Cortiou, quoi. On ne peut pas dire que ça donne l'image d'une Méditerranée qui est morte, hein. Ce n'est pas non plus de l'autre côté de la planète, dans les Antilles ou sur la barrière de corail de l'Australie, hein. C'est chez nous et en l'occurrence, c'est juste quelques encablures des calanques. Donc ça veut dire que si on arrive à trouver de la vie marine à quelques encablures des calanques, où on a le plus gros rejet urbain, le plus gros rejet industriel, la plus grosse agglomération, ça veut dire que le milieu, il n'est pas non plus complètement perdu. À tel point qu'il n'est pas perdu et que finalement on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose, qu'on ne sait pas grand-chose, c'est qu'on vient de découvrir l'année dernière que ce magnifique requin qui s'appelle l'ange des mers, qui était considéré comme porté disparu depuis plus de 25 ans, vit paisiblement à quelques kilomètres au large de la côte, quoi, et que finalement, quand vous creusez un peu le sujet, les pêcheurs continuent, enfin le vendent depuis plus de 20 ans dans les étals et continuent à le vendre. C'est-à-dire que finalement, notre perception et notre connaissance de ce milieu-là, elle est quand même à prendre avec beaucoup de recul, quoi, et que parfois on est dans des affirmations qui mériteraient sans doute d'être un peu nuancées. Du coup, une des questions que je me suis posée, puis une question que j'aimerais bien vous poser aussi, c'est de savoir s'il faut systématiquement en fait, s'appuyer sur la fin du monde pour qu'on déclenche l'attention des gens, qu'on attire l'attention des gens et qu'on les amène à déclencher et à prendre des actions. Et je me dis que ça serait peut-être intéressant qu'on ait aussi une communication un peu plus positive sur des success stories pour dire aux gens, sans nier les problèmes encore une fois, hein, pour dire aux gens, au côté, OK, là on a une difficulté, là on a un souci, on y bosse. On y bosse et on gère pour arriver jusqu'au succès, quoi. C'est quand même différent si vous allez voir, si vous êtes médecin, que votre patient vient vous voir, que vous lui dites bon pauvre gars, je peux rien faire pour toi, c'est foutu, quoi. Plutôt que de lui dire écoute, on va essayer de te soigner avec ce qu'on fait, et puis on se mobilise et on bosse et on y croit, quoi. Ça, c'est le seul article que j'ai trouvé depuis, je crois qu'il a été fait en 2016, que j'ai trouvé depuis 2016, donc on est en 2022, qui amène une communication positive en fait sur la Méditerranée, quoi. Comment on l'a sauvé de la pollution, quoi. Alors celui-là, je l'ai gardé, hein, je l'ai encadré d'ailleurs dans mon bureau, donc c'est tellement rare que ça vaudra peut-être quelque chose dans quelques temps, quoi. Derrière tout ça, pour moi, se pose la question de finalement quelle est la place de la science dans le processus de décision.
Donc chaque fois, on a des alertes qui sont aussi catastrophiques avec des difficultés d'appropriation, mais on a quand même le sentiment d'avoir surtout besoin d'avoir une info la plus technique, la plus objective possible, de manière à pouvoir asseoir une décision qui soit étayée et qui ne soit pas uniquement basée sur du sentiment, de la perception ou la volonté de faire bouger des lignes, même si ces lignes ne sont pas forcément des lignes prioritaires. L'autre question qui me paraît importante aussi, c'est de savoir que finalement, est-ce qu'on est capable de pouvoir se projeter? Vous avez vu, dans tous ces exemples-là, c'était chaque fois dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans, c'est foutu. Bah, chaque fois, on a eu un peu de mal à se projeter. Et chaque fois, on voit que finalement, entre les projections qu'on peut faire qui peuvent être justes, et le moment où on arrive à la date fatidique, bah, finalement, entre-temps, souvent, on a bossé. Hein. On a mis en place des opérations de lutte contre la pollution, des opérations de gestion, des opérations d'information, de connaissances. Et finalement, on est arrivé à une autre situation que celle qui était envisagée 25 ans avant. Ça veut dire que peut-être qu'on n'est pas capable de prendre suffisamment de recul. Et ça veut aussi dire que il faut accepter à un moment donné de faire des analyses, de poser tranquillement le sujet, de défendre ses convictions, d'accepter de se tromper, mais surtout d'agir. C'est-à-dire, j'avoue que je prends l'exemple des macrodéchets parce qu'encore une fois, je ne le connais pas bien. Hein. Mais en tant que citoyen, je suis tout le temps interpellé de voir des dizaines de posts, d'images, de machins, d'articles de tout le monde, quoi, en disant il y a plein de macrodéchets, il y a plein de macrodéchets, c'est la catastrophe, etc. J'ai envie de dire chaque fois, mais alors prenez votre épuisette, allez les ramasser, les macrodéchets. Quoi. Je veux dire, c'est sympa de dire qu'il y a un problème, mais qu'est-ce qu'on fait en fait pour résoudre le problème? Quoi. Et peut-être qu'à un moment donné, on passe plus d'énergie à décrire les choses plutôt qu'à agir. Et ça, c'est pas la bonne façon de travailler. Et finalement, ce que je retiens du commandant Cousteau et de mon professeur d'université, c'est que finalement, leur analyse n'était pas si mauvaise que ça, quoi. Mais entre-temps, on s'est mis à bosser, quoi. Et quand on bosse, en fait, on a des résultats, quoi. Il faut vraiment partir du principe que il n'y a que l'action, en fait, qui mène à la réussite, quoi. Je veux dire, voilà. Et la réussite, forcément, on l'a pas demain, hein. On l'a peut-être pas après-demain, on l'a peut-être dans une semaine. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, quoi. Alors du coup, sur la question, est-ce qu'on peut être optimiste? Bah, ça, vous me direz, hein, si, en fonction de la perception de votre sentiment par rapport à tout ça. Mais moi, mon recul de mes 35 années de travail sur ces questions-là, c'est que chaque fois qu'on a agi, chaque fois qu'on a travaillé, on a eu des résultats. Ça prend du temps, c'est long, c'est pénible avec l'argumentation, c'est pas facile de financer les projets, c'est pas facile de convaincre les gens. Et en même temps, de toute façon, il n'y a qu'une solution, quoi, c'est d'avancer, quoi. Et pour avancer, il faut se bouger et faire uniquement le constat, même s'il est juste, faire uniquement de la communication, même si elle n'est pas bonne, ça ne résout pas forcément tout le temps les problèmes. Hein. Donc la seule façon de résoudre le problème, quoi, c'est de mettre les mains dans le cambouis, quoi, et de se dire qu'on bosse pour résoudre le problème. Quoi. Voilà, je terminerai en vous dirant que pour moi, la Méditerranée, elle est pas morte. Je veux bien croire qu'elle soit un peu malade. En tout cas, pour moi, elle est plutôt en convalescence. Elle se soigne. Elle va de mieux en mieux sur plein de thématiques, hein, plein de sujets. Hein. Bon, quand j'étais gamin, quand j'allais sur le bord de la plage, je mettais ma serviette sur la plage. Quand je rentrais chez moi, ma mère me tirait l'oreille parce qu'elle était remplie de goudron. Quoi. Au début des années 90, il y avait plus de 300 000 légionnaires par an sur les plages. C'est-à-dire, vous avez 300 000 cas de personnes qui pouvaient en fait disparaître et mourir en allant se baigner. Plus trop dans cette situation-là non plus. Quoi. Et puis je suis persuadé que si on porte un peu d'attention à la mer Méditerranée, quand on part à sa découverte et quand on va justement à sa rencontre, notamment sous l'eau, de temps en temps, elle nous fait des signes en fait, qui nous laissent croire que ce qu'on fait pour elle, finalement, elle apprécie quand même un tout petit peu. Voilà. Donc j'ai été rapide, hein, j'ai volontairement grossi certains traits, mais le but du jeu, et c'est surtout d'aiguiller vos réflexions. À toi, Barbara, à Déborah, et puis à vous. Merci Pierre, c'était vraiment très intéressant. Moi, tu sais que je suis une fan de cette approche critique, quitte à être contre la masse de la population, d'avoir un avis qui diffère de 90% de la population. Je trouve ça plutôt même grisant, surtout quand c'est pour aller vers un monde meilleur. Je voulais rajouter deux petites choses à ce que tu as dit. La première, c'est que donc je ne me suis pas forcément présentée auprès des gens. Je suis scientifique aussi, spécialiste de la biodiversité, et j'ai beaucoup travaillé sur l'impact des actions humaines sur la biodiversité avec des modèles mathématiques très complexes, etc. Et au final, j'ai quitté le monde académique il y a 5 ans parce que je trouvais que justement, il fallait passer à l'action.
Il fallait plus prouver l'impact qu'on a parce qu'on sait qu'il est important, mais maintenant, il fallait changer cet impact. Et c'est comme ça qu'est né Earthship Sisters en réalité, c'est de ce besoin de passer à l'action et au final de ce besoin d'énergie positive, d'enthousiasme vers les solutions que l'on pense être le plus efficaces. Et le parti qu'on a pris, ça a été de former des femmes, parce qu'elles sont aujourd'hui sous-représentées, à apporter des projets qui sont pleinement alignés avec qui elles sont. Donc, c'est-à-dire de faire un travail d'abord sur l'humain pour qu'ensuite, il puisse utiliser son énergie, ses compétences, son réseau au service de la solution qu'il pense qui peut porter lui, parce que c'est sa solution, quoi. Et donc, aujourd'hui, le but, c'est de déployer un maximum de solutions plutôt que de continuer de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je suis complètement en alignement avec ce que tu as dit, Pierre. Donc, vraiment, merci. Et le rôle de la science, il est important. Le rôle des médias, il est très, très important. Et aujourd'hui, avec la crise qu'on vient de traverser, je pense qu'il y a eu pas mal de ridiculisation médiatique. Est-ce que ça va suffire à changer le système? J'en doute. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience des citoyens, des politiques, des agences gouvernementales, des entreprises, des industriels. On ne peut plus faire l'autruche. On a tous les outils en main pour y aller. Et je crois que ce Covid, ça a été la transition pour vraiment un passage à l'action. Enfin, j'ai envie de croire ça. J'ai pas envie de croire la merde. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai peur. Enfin, je pense. Enfin, il y a d'autres points. Je rebondis dessus, puis après, je vous laisse la parole. Mais oui, pareil. de toute façon que à titre personnel, individuel, je pense que c'est important d'avoir des convictions et puis de les mettre sur la table et puis de discuter. Ça ne veut pas dire qu'il faut être borné. Hein, ça veut dire qu'à un moment donné, la biodiversité, elle existe aussi dans l'échange, en fait. Et il n'y a pas une solution, il y a des solutions, quoi. Ensuite, moi, je suis assez dubitatif par rapport à la crise Covid parce qu'en fait, finalement, à la fois, on ressort de ça avec une science avec un grand S malmenée. On ressort de ça avec finalement une décision politique malmenée. Et on ressort de ça avec des clivages dans la société. Du coup, j'espère qu'effectivement, à un moment donné, il y a des lumières qui vont s'allumer quelque part pour revenir à un peu plus de rationalité, quoi. Mais moi, je suis un peu triste de cette situation-là parce que finalement, on cherche tous des repères, en fait. Que ces repères ils soient scientifiques, qu'ils soient à travers des hommes politiques ou des grands bonhommes ou je ne sais pas quoi. Et quand on est en absence de repères, bah, c'est là que souvent arrivent des crises, en fait. Et c'est pas forcément super. C'est vrai, c'est vrai. Bon, l'optimisme ou le réalisme, c'est un grand débat. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui voudraient intervenir et poser des questions, des commentaires, débattre? Et j'aurais aussi aimé laisser la parole à Marine, donc, qui est en train de terminer son stage de M2 entre l'Agence de l'eau et Earthship Sisters, justement pour travailler sur les perceptions de la Méditerranée. Peut-être, Marine, tu peux nous dire quelques-uns de tes résultats, juste avant qu'on ouvre la discussion avec tout le monde? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc du coup, pour me présenter brièvement en 30 secondes, je finis mon stage dans quelques jours avec Déborah chez Earthship Sisters et j'ai repris du coup une enquête sur la perception de la Méditerranée qui était commanditée par l'Agence de l'eau. Et en fait, le but de cette enquête-là, c'était vraiment d'étudier au niveau de la façade méditerranéenne, donc de manière très localisée, comment est-ce que les gens perçoivent tous les enjeux qui y sont associés. Et en fait, l'idée, c'était premièrement d'aller toucher des gens qui sont d'habitude pas forcément par sur l'enquête. Donc j'ai vraiment été chercher voilà, des gens qui certes vivent sur le littoral, mais qui n'aiment pas la mer ou en ont peur ou ne se sont jamais baignés. Ou voilà. Et puis ensuite, j'ai aussi été interroger des experts et des entrepreneurs pour essayer de voir un petit peu, mettre en contraste leur perception à eux avec la perception du grand public. Et ça donne des résultats assez intéressants qui recoupent beaucoup avec ce que tu disais, hein, Pierre. Alors, l'idée, vraiment, c'est moi le premier truc sur lequel je me suis dit ça, il faut que je rebondisse dessus quand tu en as parlé, c'est l'idée de la phrase choc dans 50 ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans la Méditerranée. Cette phrase-là, je l'ai posée dans mon enquête. En fait, elle était proposée avec beaucoup d'autres phrases plus ou moins connues, plus ou moins choc. Et l'idée, en fait, c'était de voir
comment les gens allaient les classer. Est-ce que ça attirait leur attention? Est-ce que ça attirait leur attention de manière positive ou négative? Et en fait, ben, effectivement, tu disais que c'était le slogan choc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les gens, en fait, ont coché cette phrase-là comme bah oui, effectivement, ça éveille mon attention. Après, effectivement, quand on fait des recherches dans voilà, la littérature et des sources un peu plus poussées, ben, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que oui, c'est choc, oui, ça va faire réagir les gens. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que justement les gens vont prendre leur petite épuisette et aller ramasser les déchets c'est pas forcément sûr. Euh, voilà. Et puis ensuite, le deuxième résultat un petit peu qui recoupe aussi avec ce que tu disais, Pierre, c'est le fait que donc dans les résultats de mon enquête, ressortait vraiment très significativement le fait que les gens se sentent énormément culpabilisés par rapport à toutes ces thématiques-là. Et en fait, je l'ai recoupé moi après avec d'autres études qui ont été faites. Et c'était intéressant parce que j'ai découvert moi-même, parce que je ne m'étais jamais trop penchée sur le sujet, mais que en fait, la culpabilisation, c'est un vrai levier d'action pour certaines personnes. Euh, mais pour d'autres, euh, en fait, l'inverse, c'est-à-dire justement aller dans le positif, aller dans bah, vous avez fait ça, voilà, ça a marché, même si certes il reste des problèmes, mais telle et telle chose ont été positives, bah, c'est aussi un autre levier d'action. Et en fait, c'était vachement intéressant dans toutes les recherches que j'ai pu faire avec ça, de voir que finalement, il n'y a pas un moyen de faire réagir et agir les gens, mais voilà, il faut s'adresser. Il faut essayer de s'adresser, alors pas individuellement parce que c'est clairement pas possible, mais c'est intéressant de se dire que pour les politiques publiques, pour les campagnes de sensibilisation, voilà, il y a différents leviers d'action et voilà, c'est assez cool de se dire que finalement on n'a pas encore tout testé et il reste pas mal de leviers à mettre en place. Mais du Merci beaucoup, coup, Marie. c'est quoi votre perception de la Méditerranée en fait? Vous oubliez tout ce que j'ai pu vous mettre dans la tête là, mais votre analyse en fait, c'est quoi en fait? Vous pensez quoi? Que de toute façon, ça vaut encore la peine d'agir, que c'est foutu, que c'était mieux il y a 50 ans, que... Dans mon questionnaire à moi, Non, mais toi, on en a déjà parlé. Vous n'avez pas d'avis en fait? Personne n'a aucun avis. Bon, je vous donne allez, le temps que vous réfléchissez, je vais vous donner deux autres notions. Deux autres notions. Première notion, c'est que le principal moteur de protection de l'environnement, c'est la réglementation. C'est pas la volonté des gens de faire les choses, hein. C'est-à-dire que si on a des stations d'épuration, c'est parce qu'on oblige, la loi oblige à faire des stations d'épuration. C'est pas parce que les citoyens ou le maire de Marseille ou je sais pas qui, il a envie de ne pas envoyer de pollution dans la Méditerranée, quoi. Je vais prendre un autre exemple. On est en plein dedans et c'est un peu usant. L'impact des encres sur la Posidonie. Ça fait au moins 35 ans qu'on fait des notes, des documents, des enquêtes, des colloques, des publications scientifiques, des vidéos, de l'appel à des grands témoins, des artistes, des machins, etc. On a une montée exponentielle de l'impact des encres. La seule réponse efficace derrière, c'est interdire le mouillage sur la baie. Et forcément, comme tout bon Gaulois que nous sommes, on a interdit le mouillage sur la baie. Qu'est-ce qu'on fait? On râle. Voilà. Du coup, moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est l'équilibre qu'il faut trouver entre, d'un côté, on motive les gens pour qu'ils fassent des bonnes actions et qu'ils soient volontaires par rapport à ça, et de l'autre côté, ben, finalement, je me demande si c'est pas plus efficace d'aller mettre un gendarme, un douanier ou un policier sur un bateau pour aller vérifier qu'on ne fait pas de bêtises, quoi. Et ça, quelque part, c'est un peu choquant, en fait, de se retrouver encore au XXIe siècle à devoir envisager que la seule solution pour protéger la planète, quoi, c'est d'avoir des réglementations et des policiers pour faire respecter la réglementation. Moi, petit perso, ça me choque, hein, mais peut-être que vous trouvez ça normal, quoi. Moi, c'est juste pour réagir et rebondir. Merci Marion. J'ai- C'est individuel parce que vous m'entendez? Non, Marion, essaye de couper ta caméra peut-être pour qu'on ait le son fluide. Merci. Ouais. Je réessaye du coup. Mais oui, je pense que
malheureusement, enfin, il n'y a pas une bonne réponse sur la façon d'approcher ces problématiques. C'est lié en partie à l'éducation et à la compréhension de la population qui vit sur le littoral des enjeux qui touchent à la protection de l'environnement et aussi à l'impact qu'ils peuvent avoir, eux, au quotidien sur cet environnement, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Donc ça passe par, oui, je pense, l'éducation et un éveil des consciences et par différents biais aussi. Par exemple, moi, j'ai la seule expérience que j'ai, entre guillemets, avec la mer, c'est une expérience personnelle, pas du tout liée à mon métier. Je suis pas scientifique, je suis sportive, j'ai eu la chance d'être introduite à l'environnement marin, on va dire, par mon environnement familial et parce que après j'ai exploré, j'ai aimé ça et que j'ai découvert différentes façons, entre guillemets, d'en profiter. Et je viens à réfléchir ensuite, alors que j'ai une trentaine d'années, mais en fait, cette mer, entre guillemets, dans laquelle j'aime plonger, dans laquelle j'aime pratiquer des sports, est-ce que il faut pas que je m'intéresse à comment faire pour la conserver, faire en sorte de préserver la biodiversité, faire en sorte de maintenir ou d'améliorer un cadre de vie qui soit sain à la fois pour la faune, la flore et les gens qui vivent sur le littoral. Parce que vous avez développé en vous-même une conscience environnementale, quoi. Mais je ne suis pas persuadé que ça soit une conscience qui soit majoritaire, en fait. Il y a un point aussi, moi, qui m'agace, hein, je vais vous le dire, hein, c'est l'éducation à l'environnement, en fait. D'abord parce que je trouve que c'est pas forcément bien d'aller éduquer les gamins pour qu'ils réparent les bêtises qu'on peut éviter nous aujourd'hui. Donc je pense que ce serait bien qu'on évite de faire des bêtises. Comme ça, les gamins, peut-être qu'ils pourraient jouer plutôt que de penser au sauver la planète. Et le deuxième point, c'est si vous prenez un peu de recul, en fait, la génération d'aujourd'hui, des 25 ans, c'est celle qui a été élevée à 100% à l'éducation à l'environnement. C'est-à-dire que c'est pas ma génération, en fait, hein, c'est la génération d'après, quoi. Et cette génération-là, depuis tout petit, ils ont des classes de mer, depuis tout petit, ils ont Rio, Convention de Rio, ils ont tout un tas de trucs, etc. Et quand on voit le comportement des jeunes, on peut se dire que finalement, on est un peu loin. Enfin, je ne sais pas si on a été très efficace en fait dans ce qu'on a fait en matière d'éducation à l'environnement, quoi. Voilà. Donc, moi, quand je vois l'état des plages le matin à 7 h, après que les gens ils ont passé une soirée sur la plage, je me dis, c'est pas le retraité de 60 ans qui a fait la fiesta toute la nuit, hein, donc, et c'est pas lui non plus qui a laissé les déchets et le bordel sur la plage, quoi. Donc, du coup, je suis assez perturbé par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité, alors oui, pour l'éducation à l'environnement, oui, pour la sensibilisation, oui, pour la partie réglementaire, oui, pour faire comprendre aux décideurs, tout confondu, que ce soit un élu, un patron d'entreprise ou je sais pas quoi, qu'il a sa part de responsabilité et sa capacité d'agir, quoi. Mais il faut mettre autant d'efforts en fait auprès de ces catégories-là que celles des gamins. Parce que il faut agir maintenant, quoi. Il ne faut pas attendre de former des gens pour qu'ils soient éduqués à ça, pour qu'ils soient en capacité de pouvoir agir. Ça peut être trop tard, quoi. C'est maintenant qu'il faut agir. D'accord, Vas-y, Marion. oui, non, je suis d'accord. Ça passe par plein de leviers différents. Réglementaires, comme vous le soulignez avant, il faut obliger de temps en temps et responsabiliser les industriels et de temps en temps, et eux-mêmes n'y voient pas leur intérêt économique, donc il faut et il faut les amener à le comprendre et poser un cadre réglementaire qui va derrière créer une nouvelle dynamique. Je suis d'accord. Et c'est au niveau des collectivités, des entreprises. Il y a beaucoup de manières de faire et comme vous le disiez, c'est à chacun de prendre des actions à sa mesure dans son univers et son domaine pour essayer justement d'agir dans cette direction-là. Moi, je pense qu'il faut des interventions dans les collèges et les lycées, hein, si on veut influer sur le futur des enfants actuellement.
il faut développer toutes ces notions au niveau de l'éducation dans nos collèges et nos lycées, hein. Je crois que il faut des interventions de spécialistes de ça, hein. Je pense que là, on prépare à l'avenir. Il y en a, hein. Mais peut-être que c'est pas Il y en a suffisant. sûrement, mais il faut les accroître. Je pense qu'on peut toujours faire Ouais, mieux, hein. peut-être, je sais pas, mais il y en a, ouais. Mais après, enfin voilà, moi je suis pas sûr que ce soit les plus gros leviers, quoi. Les plus grosses marges de progrès qu'on a en termes d'efficacité sont sans doute en fait sur les gens qui sont capables de prendre des décisions et d'agir aujourd'hui, quoi. Bien Enfin, sûr, non, mais c'est un ensemble de choses. Mais le côté formation des jeunes, je pense que c'est vraiment important, quoi. Mm, mm. Moi, je Éveil, enfin, vois, disons éveil des jeunes. je pense qu'effectivement, la formation est ultra importante, mais je pense qu'il faut aussi toucher le cœur des personnes. Et quand on sait qu'aujourd'hui, il y a toute une tranche d'âge parmi les enfants qui ne sait pas nager, c'est difficile aussi de se dire que ben, ces gens-là, s'ils ne savent pas nager, s'ils ne mettent pas la tête dans l'eau, et ben, ça va être difficile pour eux de connaître la mer. Et si on ne connaît pas la mer, on ne peut pas l'aimer. Et si on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas la respecter. Et nous, en ce qui nous concerne, on est des scaphandriers professionnels, donc on est des passionnés par la mer et on sait très bien ce qui se passe au fond de l'eau et en surface aussi. Et nous, on croit beaucoup aussi au fait que eh ben, si déjà on apprend aux enfants à nager, si on leur permet d'accéder à la mer et si on leur donne l'opportunité d'avoir des outils pour justement la découvrir, eh ben, c'est déjà une très très bonne chose. Et notamment, le musée subaquatique de Marseille, dont on est mécène, il y contribue et on croit que c'est un super vecteur pour permettre pour permettre au plus grand nombre d'accéder à la mer et à l'aimer. et C'est Isabelle, super, merci Isabelle. comment tu Non, je expliques peux juste alors redire. que les plaisanciers continuent à foutre leur encre sur l'herbier, quoi, et qu'ils soient la première cause de destruction de la biodiversité de nos côtes? Mais parce que Bon, ce ils sont sont sur des gens l'eau, de ils notre connaissent la mer. génération, Pierre. Pour- Ce sont des bah, gens de notre génération. Et on a tout, malheureusement, on a tout ce background derrière nous. Et nous, on n'a pas reçu cette éducation forcément. Il s'avère que vous comme moi, on est des plongeurs, donc on sait ce qui se passe si on en a conscience. Mais je pense qu'il faut aussi agir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas agir sur ces plaisanciers. Et il y en a qui tâchent de le faire, et c'est important. Et on a tous un rôle à jouer là-dessus. Mais concernant les jeunes générations, il y a des choses spécifiques à faire vis-à-vis d'elles. C'était juste Juste, j'aimerais rebondir. Merci Isabelle. J'aimerais rebondir sur deux trucs que vous dites, que tu dis là. Il y a un truc donc moi aussi, je suis pour amener tout le monde à la mer pour justement recréer ces émotions dont Françoise parle et on va y revenir. Justement, quand Pierre, tu montrais ton graphique au début en disant que c'est l'usage de la mer qui a le plus gros impact aujourd'hui dans comment est-ce qu'on gère ça, du coup, comment est-ce qu'on fait pour que à la fois tout le monde ait accès à la mer et du coup cette connaissance, ces émotions qu'on peut avoir quand on est sous l'eau, quand on regarde, quand on sent l'eau sur son corps, quand on part naviguer, comment est-ce qu'on fait pour le faire de façon complètement respectueuse de la mer? Parce qu'aujourd'hui, rien que la crème solaire, les fibres des trucs qu'on porte, en fait, ça pollue, on piétine, on fait du bruit. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à ça sans tout fracasser, quoi? Moi, perso, je pense que de toute façon, il n'y aura pas de recette miracle. Il y aura forcément un ensemble de mesures qui peuvent être effectivement réglementaires, hein, je confirme, mais pas que. Ça peut être aussi de la sensibilisation. Et le problème étant complexe, forcément, la solution, elle sera systémique et elle va concerner chacun avec des mesures spécifiques. Et donc, ça sera forcément quelque chose de systémique et de global. Et on ne pourra pas amener une réponse à un problème. C'est un ensemble de mesures de toute façon, mais c'est parfaitement. Enfin, c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand même. On peut découvrir la mer sans pour autant partir avec un bateau à moteur très loin. On peut aussi se mettre à l'eau à partir d'une plage, dans un cadre qui est
avec un encadrement spécifique et sans, effectivement, comme tu disais, Déborah, tout pourrir parce qu'on piétine, etc. Enfin, on peut aujourd'hui donner accès et faire connaître la mer de façon soft, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais Ouais. Mais la réponse, elle est connue, Déborah, hein. C'est tu régules et t'interdis, hein. Il n'y en a pas d'autre, hein. Tu prends les calanques, hein. Prends les calanques, hein. On t'autorise, on t'interdit le mouillage. On t'autorise, on t'interdit les montées dans les falaises. On t'autorise à plonger, on t'interdit à plonger. Je veux dire, aujourd'hui, c'est malheureux, hein, j'en suis le premier navré, hein. On t'autorise à pêcher, on t'interdit à pêcher. Aujourd'hui, en fait, la seule réponse qu'on a, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'il faut booster la partie sensibilisation, éducation, etc., quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que la seule réponse qu'on a, c'est celle-là, quoi. Et pour moi, c'est pas c'est le dernier recours, en fait. Et c'est le dernier recours. Et en fait, ça fait aujourd'hui, malgré l'évolution des mentalités, l'évolution des connaissances, l'évolution des perceptions que les gens ont, l'évolution de leur appropriation des enjeux environnementaux, climatiques, machin, etc., le seul outil efficace, c'est la réglementation. Et si c'est un peu triste quand même ce que tu dis, même si je suis d'accord, hein, et que Non, justement, quand la réglementation n'est pas sanctionnée, les gens ne la respectent pas. Donc, il suffit qu'il y ait une fois un mec qui passe au Frioul et qui empègue tous les bateaux qui ont jeté leur ancre dans la Posidonie, ça fera le tour de tout le monde et c'est bon, en partie. Mais là, j'aimerais revenir sur ce que dit Françoise pour quand même commencer à finir sur une touche optimiste du futur, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Françoise, moi, je me dis que si on arrive à reconnecter l'humain, les enfants en priorité à la nature, est-ce que ce ne serait pas ça la solution? Est-ce que le fait d'apprendre à écouter nos émotions et chez les femmes, chez les hommes, à juste se ralentir, avoir besoin de moins de choses et en se reconnectant avec la nature qui nous nourrit, est-ce que ce ne serait pas ça au final une des solutions pour essayer dans les générations à venir que ce soit plus la réglementation qui soit la seule clé pour protéger le bien commun? mais pourquoi tu vas attendre Mais, des enfants pour faire ça, en fait? non, mais C'est-à-dire en fait, que... je pense Mais que non. je pense qu'en fait, on est tous d'accord. Et comme le soulignait Isabelle, ou on l'a dit avant, c'est vraiment un ensemble de causes et de leviers sur lesquels on peut agir. L'approche de Pierre dans sa présentation, qui est d'essayer d'identifier quelles sont les causes des impacts sur la réduction de la biodiversité, ou qu'est-ce qui impacte le plus la mer Méditerranée aujourd'hui, c'est déjà une première action qui permet d'isoler les causes majeures, de prioriser derrière, et ensuite il faut effectivement identifier les acteurs qui ont un pouvoir décisionnaire sur ces impacts les prioritaires, et derrière le définir de façon un peu systématique pour comprendre comment est-ce qu'on peut agir sur tel acteur. Et voilà, en fait, il y a tellement de facettes que anticiper pour informer et sensibiliser les futures générations, c'est du long terme. À moyen et court terme, après, effectivement, il y a d'autres actions à mettre en place plus urgentes. Comme, alors une partie est la réglementation, mais il peut y avoir aussi, même sur la sensibilisation de certains utilisateurs, enfin certains plaisanciers, ou dans les ports, il y a des actions ciblées d'information et de sensibilisation qui peuvent être faites, par exemple dans les différents ports, et des choses qui sont positives, c'est-à-dire qu'on peut influer en étant négatif avec une dimension de pénalisation, des amendes et autres, mais aussi positive en mettant en place, entre guillemets, des carottes et des récompenses pour les plus vertueux. Et ça peut passer par plein de biais différents. Pardon. Non, mais je suis d'accord pour dire que ce qu'il faut, c'est valoriser les actions positives, hein. Mais vous l'avez compris, pour moi, l'important, c'est les engager maintenant, quoi. C'est pas d'attendre que les gens soient en capacité d'agir, quoi. Parce que sinon, c'est aussi une façon de pousser le problème à moyen long terme, quoi. Sans certitude non plus. C'est la difficulté, en fait, hein, de l'exercice, c'est ça, hein, c'est de dire, finalement,
Est-ce qu'on a la certitude, je vais le formuler comme ça, est-ce qu'on a la certitude en éducation, sensibilisation de tout le monde, en fait, on sera forcément mieux dans 25 ans? Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, quoi, mais voilà. Donc, du coup, Si on n'essaye pas, on le saura jamais, hein. oui, bien d'accord avec vous, mais en même temps, tout ce qu'on fait maintenant, ce sera autant de trucs qui ne seront pas gérés dans 25 ans, quoi. Et ça, c'est palpable, en fait. Je veux dire, si aujourd'hui je régule l'activité mouillage pour éviter de détruire l'arbitre Posidonie, demain, mon arbitre, il a bonne santé. C'est un autre axe de travail que de dire, je vais expliquer à mon fils, qui sera peut-être demain acteur dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera bien qu'il mouille correctement son encre en dehors de l'herbier. Sauf que peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, il n'y en aurait plus d'herbier, moi. Donc, du coup, mon fils me dira, super, tu m'as formé un truc, tu m'as dit qu'un truc, ça sert à rien, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai parfois le sentiment, mais peut-être à tort, hein, je l'assume, hein, que on se réfugie beaucoup en fait sur les générations qui arrivent en fait en disant ben voilà, c'est elles qui vont être en capacité d'agir. Enfin, moi qui ai les cheveux blancs, ça fait quand même 1 ou 2 générations que je vois passer, je vois pas forcément toujours du mieux, quoi. Et je me dis que finalement les problèmes qu'on n'a pas gérés et qu'on gère pas, ben, on les lègue finalement aux autres, et quand on les lègue aux autres, ils sont encore plus complexes à gérer. Et il me dit ben, tout ce qu'on peut gérer maintenant, quoi, faisons-le, quoi. Et ce qui est important, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ne prennent pas leurs responsabilités dans le dispositif. C'est ça qui est important, c'est là-dessus qu'il faut travailler, quoi. Moi, je veux faire un peu de provoque, hein, vous m'en excusez, mais moi, je râle toujours quand je vois, pourtant j'en ai organisé en tant que plongeur, hein. Je râle toujours quand je vois un élu venir faire une photo la journée du ramassage des déchets dans un port. Allez, jour 1, et les 365 autres jours de l'année, il n'y a rien, quoi. Donc je me dis, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème, quoi. Même si c'est sympa, qu'on a fait de l'éducation, qu'on a sensibilisé les gens sur les déchets, ok, quoi. La journée de l'environnement, quoi. Oui, Allez, non, faut pas que ce soit une façade, hein, c'est 1000 sûr. personnes de journée de l'environnement, et une fois que la journée est finie, il y a combien de personnes qui bossent derrière, quoi. Enfin, et j'ai peur qu'on soit un peu trop dans cet exercice-là, en fait. Voilà. Et ça me rend un peu tristouné. Alors moi, je pense quand même que Pierre, si on est aujourd'hui ici à discuter tous ensemble, c'est parce qu'on est tous acteurs d'une façon ou d'une autre et engagés à titre personnel ou professionnel dans la protection de la nature de façon large et de la Méditerranée de façon plus précise. Et rien que ça, quand même, on peut pas dire qu'il y a personne qui fait rien. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses, surtout, on le voit là au cours de ce webinaire, à être passés à l'action. Et après l'action, enfin, les choses vont se démultiplier, hein, parce qu'en mutualisant toute notre énergie, moi je suis convaincue qu'on va démultiplier l'impact derrière. Donc, OK pour dire qu'effectivement, il faut de la réglementation parce que on n'avance pas tous à la même vitesse en termes de prise de conscience. Mais il y a aussi des actions qui sont en train d'être mises en place et qui sont efficaces, tout comme la réglementation peut l'être à certains endroits. Et moi, franchement, je veux pas finir sur quelque chose de négatif parce que on est nombreuses à agir et je crois beaucoup dans le jouet collectif. Non, mais je crois que tu te trompes quand tu dis que c'est négatif, en fait. Le problème, c'est pas d'être positif, négatif. Le problème, c'est d'être factuel et de regarder où est-ce qu'on a des marges de progrès. Faut pas faire non plus d'angélisme par rapport à tout ça. C'est la réalité, elle nous rattrape tous les jours, hein. Je veux dire, je vais prendre encore un exemple que tu connais encore mieux que moi. Regarde la difficulté qu'il y a pour financer un filet à l'intérieur du port de Marseille pour récupérer les déchets. On a combien de déversoirs à déchets dans Marseille? Donc oui, si effectivement derrière on avait une démarche, je ne remets pas en cause toute l'énergie des gens qui sont dans la visio. Je dis simplement qu'à un moment donné, en fait, si on veut gagner une étape, en fait, il va falloir démultiplier tout ça, quoi. Et pour démultiplier tout ça, il faut que les gens qui sont en capacité d'autoriser, de financer et d'installer ces filets à déchets, pour prendre cet exemple-là, le fassent. Et pas qu'on attende que nos gamins soient sensibilisés, en fait, à la protection des macro-déchets en Méditerranée. Si tu On y veux. arrive, Et c'est ça. on y arrive, on pousse tous dans la même direction, t'es bien, mais on y arrive.
Ça C'est prend pour du très temps, c'est bientôt. juste Bah, ça, quoi. donc, tu reviens. Bruno? Non, mais tu reviens, excuse-moi, tu reviens à une note positive tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on bosse, on y arrive. C'est bien l'objet de ce que je dis. C'est ça qu'en fait, ce qui est important, c'est de faire des bons constats, de se mettre à bosser, et effectivement, derrière, on a des résultats. Simplement, Ouais. la petite différence qu'on a dans nos analyses, c'est que je pense qu'on a énormément de marge de progrès parce qu'une partie des gens qui doivent agir n'agissent pas. Voilà. Après, j'accepte le fait qu'on n'ait pas la même analyse. Hein, c'est pas, et puis, je ne cherche pas de convaincre non plus. Hein, mais je pense que Donc c'est ça la la question difficulté, quoi. aussi, c'est tous les mouvements qu'on porte, là on a quand même plusieurs mouvements là, qui sont représentés. Le but, alors, ce serait d'essayer de convertir un maximum de personnes à un passage à l'action. Et Bruno, toi, je ne sais pas si ton engagement environnemental, il date d'avant que tu sois à la retraite ou pas, mais comment toi, tu as vécu cette transition-là? Bah écoute, moi j'ai eu l'idée de contacter Plastic Odyssey parce que tu sais que le Crédit Agricole est un sponsor important de Plastic Odyssey. Et j'avais assisté à la présentation de Simon Bernard à la banque en 2019. Et puis, bah, c'est sûr que bon, j'ai eu l'idée de proposer de les aider en tant que correspondant parisien, puisqu'ils sont à Marseille. Et moi, dans ma vie tous les jours, c'est sûr que le problème du plastique, ça m'a fait réaliser un certain nombre de choses. Et j'ai diminué mon usage du plastique, ça c'est sûr. Je prends plus d'eau en bouteille plastique, je limite les achats d'aliments en barquettes plastique. Enfin voilà. Donc je pense que c'est des petites choses, mais si plus en plus de gens le font, déjà ça améliorera le problème de la production de plastique avant que ça arrive dans l'océan, quoi. Puis moi, Ouais, ce qui m'a beaucoup plu chez Plastic Odyssey, c'est la démarche justement en amont de recyclage de machines open source de recyclage du plastique, euh, par opposition au projet de ramassage du plastique dans l'océan. Tu vois ce que je veux dire là? Donc je trouve que c'est un concept assez génial et c'est ce qui a plu beaucoup au Crédit Agricole et à d'autres sponsors. Voilà, c'est une toute petite échelle, bien sûr. Hein, c'est pas Plastic Odyssey qui va résoudre le problème, mais ça y contribue sûrement et plus dans les pays en développement que dans nos pays industrialisés où les problèmes se résolvent peu à peu quand même. Hein. ouais. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. Ça me fait réfléchir à certains trucs. Donc, Pierre, moi, je t'ai trouvé quand même assez dur hein, en besogne, même si je suis d'accord avec toi que tu veux te focaliser sur ce qui a le plus de potentiel d'impact réplicable. Et je suis complètement d'accord avec toi. Là, quand j'entends le témoignage de Bruno, je me dis qu'au final, le plastique que tu disais, Pierre, dont on entend énormément parler, contrairement aux autres menaces, et c'est ce qui ressort aussi des analyses de Marine hein, sur les perceptions de la Méditerranée, est-ce qu'on ne pourrait pas juste l'utiliser comme un argument pour faire basculer un maximum de personnes vers le côté vert de la force et à partir du moment où ils sont inspirés, ensuite on se concentre avec des médias qui sont quand même assez positifs. Et d'ici là, j'espère que les institutions et ceux qui prennent les décisions vont être suffisamment prêts pour accepter le poids de tous ces citoyens qui ont envie de faire bouger les choses. Et c'est grâce à l'inspiration qu'on va faire bouger cette masse de gens qui aujourd'hui ne fait pas assez. Donc, Non, mais de moi, toute je façon, préfère m'arrêter sur une ouais. touche comme ça, tu vois, comme Non, le mais disait Isabelle. d'abord, je voulais vous titiller pour que ça réagisse un peu, donc ça a quand même un peu réagi. Après, non, enfin, moi, je suis optimiste, si tu veux, par rapport à tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense qu'on a des marges de progrès, voilà, et qu'on a beaucoup Ah, plus mais de ça, marges c'est de progrès certain. pour aller plus vite, quoi. Et du coup, il faut que si on reprend cette histoire de déchets, là, et l'exemple de Plastic Odyssey, il ne faut pas que ce soit que le problème de Plastic Odyssey, les déchets, tu vois. Donc, du coup, à un moment donné, comment est-ce qu'on passe, en fait, si tu veux, de ces gens de ces petits colibris-là, hein, voilà, à quelque chose de démultiplié. Voilà. Parce que moi, mon retour d'expérience, c'est que de toute façon, si on veut avancer, avoir des résultats, il faut démultiplier les choses. Et on C'est peut plus ça. se contenter des petits colibris, quoi. Et si je reviens sur Earthship, pour dire aussi, je crois que Claire, tu veux dire un truc, par rapport à ce que dit François depuis tout à l'heure sur le côté émotionnel. Oui, je voulais juste euh, rebondir là-dessus parce qu'on a une petite conversation en parallèle sur le chat sur l'importance de la reconnexion à soi. Alors c'est vrai que là, on parle d'accélérer la transition écologique, mais c'est vrai qu'il y a quand même une dimension
dans le fait de ralentir, également ce que tu disais, Déborah. Pour moi, mon engagement écologique, il a commencé le jour où j'ai travaillé sur moi et sur toute la gestion émotionnelle. En fait, c'est là qu'on voit qu'on a plein de comportements inappropriés, disharmonieux avec la nature, mais parce que c'est vraiment notre ego qui part un peu dans tous les sens, entre guillemets. Et le fait d'apprendre à se poser avec ça, faire connaissance avec soi-même, en tout cas, moi, c'est vraiment de là que c'est parti. Et du coup, je me suis reconnectée à moi-même et là, j'ai commencé à me connecter à la nature et j'ai transformé tout mon mode de vie. Donc c'est vraiment parti de là. Quand on parlait des différents biais d'accès à la transition écologique, je pense que celui-là, il ne faut pas le minimiser non plus. Mais en effet, ça c'est plus un travail de fond, entre guillemets, ce qui n'empêche pas toutes les actions dont on parle pour accélérer la transition. Mais je pense que si on veut que ce soit durable, il y a aussi cet aspect-là, reconnexion à soi, reconnexion au cœur, dont Isabelle parlait tout à l'heure. Enfin, ça me semble assez fondamental et je pense que c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi à travers Earthship Sisters et la formation. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus parce que ça me semble fondamental. J'ai écrit un bouquin là-dessus en ce moment en plus, donc c'est mon sujet. Merci. Merci Claire. Je crois qu'on a déjà super intéressant. Je voulais demander à Pierre justement comment est-ce qu'il voyait le lien entre la reconnexion à soi et ce que tu dis pour la mer, pour l'environnement. Est-ce que toi tu le vois ce lien-là? De toute façon, moi, ce que je retiens, si tu veux, de gens qui bossent sur la mer, c'est qu'ils sont déjà tous passionnés par la mer, en fait. Voilà, que tu sois un matelot, mec dans une station d'épuration, scientifique ou je sais pas quoi, tu as forcément une histoire personnelle avec le milieu en question. Donc forcément, en fait, le fait d'amener les gens à s'approprier un milieu, que ce soit le milieu marin ou autre chose, que ce soit à travers la plaisance, la plongée, savoir nager ou je sais pas quoi, c'est forcément un élément de décision. Après, dans les processus de décision qui aujourd'hui marquent des changements forts en matière de pratique, d'attitude, etc., si tu veux, je pense qu'on n'est pas bon. Moi, je vois, tu vois, j'habite une commune où à un moment donné, le patron du plus gros centre commercial, il a pris la décision de ne plus vendre de plastique, en fait, de sacs en plastique. Voilà. Eh ben, en une semaine, tu n'avais plus de sacs en plastique. Donc, ça a emmerdé tout le monde. Tout le monde se retrouve avec du cabas, du machin, à porter ses trucs. Et en même temps, le gars, il a dit, moi, ma responsabilité, c'est ça là. Je vais peut-être perdre 5% de ma clientèle ou je sais pas quoi, parce qu'ils vont à des endroits, on leur donnera des sacs en plastique. Et puis, il a pris, il a fait. Et ça a été efficace. Voilà. Par contre, le fait qu'il faut qu'il informe ses clients de la dangerosité du plastique, qu'il fasse du ramassage de plastique avec les membres de son équipe pour faire du team, je ne sais pas quoi, etc. OK. Mais pour moi, je veux bien me tromper. Pour moi, l'action efficace, c'est le jour où il a dit stop, j'ai compris, je ne vends plus de sacs en plastique. Voilà. Et en plus, c'est là-dessus que je rebondis, Pierre. Oui, pardon, vas-y. Non, mais en plus, il n'a pas attendu la loi. En fait, quand on parle de... Oui. Mais là-dessus, en fait, quand on parle de sensibilisation, on peut parler de sensibilisation à plein de niveaux. Et justement, qu'est-ce qui a été moteur dans sa décision d'arrêter de distribuer des sacs en plastique? C'est que cette personne elle-même a probablement été sensibilisée à une problématique, qu'il en a compris les tenants et aboutissants, et surtout qu'il a compris, on lui a peut-être présenté ou lui-même a réfléchi à quelles seraient les solutions à son échelle pour intervenir sur cette problématique. Et... Ouais. Je veux pas être cynique, hein, mais du coup, c'est un copain, le gars, hein, donc il n'est plus là, il est parti dans le Nord, mais en fait, il a eu l'aval de son conseil d'administration, parce qu'en gros, les sacs plastiques qu'ils donnaient, en fait, c'était à leur charge. Donc du coup, ça fait qu'ils ne payent plus les sacs en plastique. Et à l'inverse, ils ont augmenté leur vente et donc leur bénéfice sur la vente de cabanes, machin, etc., et de sacs poubelles. Et pour moi, c'est pas très grave, en fait. C'est-à-dire que je pense que mon ami, lui, il avait la volonté d'arrêter le plastique, en fait. Et par contre, il a été suivi dans sa démarche-là, parce qu'à un moment donné, dans ceux qui décident avec un processus économique, entre guillemets, il y avait un bénéfice d'action derrière. Et ça, si tu veux, c'est aussi un point dont on ne parle pas souvent, c'est-à-dire que
Quand on parle d'économie, on te parle de plan de gestion. C'est exactement la même chose qu'on fait sur un milieu naturel, quoi. Quand on te parle d'économie, on te parle de patrimoine. C'est exactement la même chose qu'on fait dans un milieu naturel. Sauf qu'en fait, on oppose tout le temps l'économie à l'écologie ou l'environnement. Et peut-être qu'on arriverait à trouver des leviers intéressants aussi pour faire bouger les prises de décision qui ont du mal à bouger, si à un moment donné, on arrivait à mieux faire comprendre en fait, les enjeux économiques qu'il peut y avoir à travers la protection de la nature et de la biodiversité. Alors ça arrive de plus en plus, hein, donc il y a plein de gens qui travaillent et nous aussi, quoi. Mais tu vois, en dehors de l'aspect sanitaire, ce qui a bougé les collectivités à mettre en place des stations d'épuration et améliorer les réseaux de surveillance, c'est pas ne pas avoir de bactéries en mer, hein. C'est s'assurer que les touristes qui viennent et donc l'économie touristique soit là, soit compatible avec les normes de qualité environnementale, avec les normes de qualité de l'eau, quoi. Donc voilà, je pense que l'économie est un moteur important de protection de la biodiversité et qu'on ne s'en sert pas suffisamment en fait. Bah Même alors, si ça peut paraître paradoxal parce que forcément, quand tu parles d'économie, forcément c'est des méchants industriels qui salissent tout et qui rejettent tout, quoi. alors, on a dépassé complètement le temps, mais moi, si je voulais juste en tout cas, rebondir avec une note positive là-dessus, c'est que moi justement, j'ai une approche d'éco-conception, c'est-à-dire que dans mon métier, j'accompagne les entreprises à anticiper tout le cycle de vie de leur filière pour intégrer l'impact environnemental dans la définition de leur offre de produits et de services. Alors, ça fait beaucoup de mots pour dire qu'en gros, il y a la possibilité d'allier économie et bénéfices pour des entreprises et l'environnement. Et ça, il y a des outils et des façons très concrètes de le faire. Et pourquoi pas tant mieux si, par exemple, l'exemple que tu donnais avec ton ami qui a réussi à obtenir l'accord parce que ça dégageait un profit et un bénéfice économique pour son entreprise in fine, mais tant mieux. Après, il faut faire toujours attention à ne pas à équilibrer entre guillemets les flux, c'est-à-dire que privilégier un matériau à un endroit ou un mode de production, est-ce que derrière, comme tu le soulignais, ça va pas engendrer un déplacement de la pollution ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une approche systémique et holistique sur cette... ça s'applique à tout, que ce soit la production donc d'un produit ou d'un service. Et pour moi, c'est très important, en plus de la sensibilisation au... On n'entend plus là. Perdu. Ok. C'est ce qui se passe avec le monde industriel, hein. Le monde industriel, ils ont compris que quand ils rejettent des polluants, ils rejettent de l'eau avec les polluants, quoi. Et rejeter de l'eau, c'est perdre de la matière dans leur process, en fait. Et du coup, en fait, un des axes de travail qu'il y a avec le monde industriel, c'est l'amélioration de leur process, qui veut dire pour eux gain économique, hein, au sens large, hein, soit en production, soit en machin. Mais ça veut dire au final moins d'eau de rejetée, et donc moins de contaminants dans l'eau rejetée, quoi. Et donc ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, c'est un levier qui est pas neutre, quoi. Qu'il faut aussi aborder et et qu'on ne sait pas appréhender. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les écologues ou les écologistes ou les biologistes ou les environnementalistes qui savent gérer en fait la question de l'économie, en fait. Voire en fait, ça les repousse en fait. Et du coup, c'est sans doute aussi là-dessus qu'on a des marges de progrès. C'est aussi là-dessus, sur la partie sociologique des choses, qu'on a des marges de progrès. Sur la question de l'appropriation, en fait. Et c'est là-dessus que c'est important aussi de travailler, quoi. Donc, mais voilà. Mais encore une fois, je pense il faut se mettre à bosser quand même, mettre les mains dans le cambouis, hein. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Merci. Bon, je pense qu'on va conclure. Isabelle doit partir. On devait finir à écart, mais bon, on ne pouvait pas s'arrêter là. Donc, merci beaucoup, Pierre, pour tes interventions. Je pense qu'on va retenir que des bonnes nouvelles,
que la Méditerranée est en rémission, que tout va bien, enfin pas tout va bien, mais que ça va relativement bien quand même. Convalescence. Qu'on a des chances de s'en sortir, qu'il y a plein de solutions qui sont possibles et qu'on va combiner pour y arriver, que les perceptions sont certes biaisées, mais qu'il y a de plus en plus de programmes de sensibilisation qui vont aider à faire basculer vers le côté vert et bleu de la force, et qu'on peut toujours, et je pense que c'est en train de monter aussi dans la société, on le sent, le côté connexion à soi, acceptation de ses émotions, reconnexion à la nature, il va arriver, et peut-être il va arriver de façon massive chez les gens aujourd'hui, en tout cas dans nos pays pour le moment, et peut-être que dans certains pays il n'est jamais parti. Et c'est ça qui va faire qu'on peut y arriver pour les décennies critiques à venir. En tout cas, je voulais aussi vous dire qu'au niveau des sisters, donc on a plusieurs sisters qui portent des projets pour la protection de la mer. On a Claire cette année qui veut créer un bateau ambulant et un tiers-lieu de connexion de tous les acteurs de la mer. Donc on pourra sûrement aller y boire un coup ensemble. Le projet Takapoka aussi de l'année passée, de la promo 1, qui a vraiment bien décollé. C'est un projet de sac éco-conçu pour ramasser les déchets à la fois sous l'eau et en mer. Donc oui, c'est la problématique déchets. Mais là, Julia, qui porte ce projet, qui était toute jeune à l'époque, qui est aujourd'hui en thèse sur les microplastiques dans les lacs alpins, donc qui sont transportés par le climat, hein, par c'est quand même dingue. On avance sur toutes ces problématiques et on va aujourd'hui développer de plus en plus des projets de sisters qui sont tournés vers la mer. Donc on vous réserve quelques surprises pour la promo 3. Et Priska, on t'a reconnu sous l'intitulé promo 2. Et toi aussi, la mer, c'est un truc qui te botte vachement. Tu viens d'embarquer un mois avec Expédition 7e continent, donc ça aurait été cool de t'entendre, mais bon, on doit vous laisser. Donc, en tout cas, une belle après-midi à tous. Ne perdez pas votre passion, votre ambition, vos émotions et vos motivations pour faire bouger les gens. Et on se retrouve à un prochain Earthship Lunch. Merci Déborah, merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Merci. Merci Pierre, merci Déborah. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Ah.